Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreuses et nombreux, et plus nombreux que nous, comme Mathieu l'a dit. Je remercie les organisateurs de m'avoir convié à vous parler d'intelligence artificielle. Ma présentation va être plutôt une présentation où je vais vous inviter à réfléchir avec moi autour de quelques cas d'usage en médecine générale pour les médecins et pour les patients. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation et en particulier avec aucune entreprise ou outil qui utiliserait l'intelligence artificielle. Et en termes de lien émotionnel ou lien cognitif, je dirais que je suis plutôt une personne technophile. Il est d'usage de terminer une présentation par les remerciements. Je vais faire une entorse à cet usage et commencer par les remerciements. Et je tiens à remercier le docteur Jocelyn Lebel de m'avoir envoyé 1200 heures de podcasts à visionner autour de l'intelligence artificielle, le professeur Henri Partouche et le docteur Nicolas Deschanot qui m'ont donné de nombreuses références bibliographiques qui ont été précieuses pour préparer ce support. Je vais donc aborder pendant cette présentation quelques points d'histoire, revenir sur quelques exemples en médecine générale et ensuite discuter avec vous et aborder quelques réflexions. Ce que ma présentation n'abordera pas, ce sont les impacts économiques, géopolitiques, militaires, écologiques, réglementaires, car je n'ai que 15 minutes, mais l'intelligence artificielle, ce n'est évidemment pas... un espèce de nuage mystérieux dans le ciel magique. Ce sont des milliers d'ingénieurs qui travaillent partout dans le monde. Ce sont des milliers de centres de données qui sont utilisés et qui consomment beaucoup d'électricité. Ce sont des milliers d'employés qui entraînent les modèles et qui ne sont pas toujours bien rémunérés. Voilà, par exemple, une recherche ChatGPT, vous avez dû le voir passer dans la grande presse, utiliserait à peu près 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google. Quelques dates clés. En général, on cite souvent Alan Turing en 1937 avec son ouvrage Des nombres calculables comme le pionnier de l'ordinateur, voire même de l'intelligence artificielle. Pour les amateurs d'échecs, ils connaissent bien la date du 12 mai 1997. Cette date où Deep Blue DMM est sorti pour la première fois victorieux contre le champion mondial de l'époque, Kasparov. Et le 11 décembre 2015, la naissance du programme OpenAI qui promet de développer des outils d'IA sûrs et ouverts ayant pour mission de donner du pouvoir aux gens plutôt que de les éradiquer. Et enfin, en juin 2018, annonce de ChatGPT que vous connaissez sans doute toutes et tous. Alors, qui êtes-vous? Ça m'intéresse, puisqu'en plus vous êtes très nombreux. Alors, parmi cette salle, qui sont nos internes? Et qui sont nos médecins généralistes? Et qui, parmi vous, a déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, dans sa pratique de médecin généraliste? D'accord, on va dire peut-être à peu près 40% selon une estimation très peu précise et un très large intervalle de confiance. Je vous invite à lire ce point de vue publié en février 2024 dans JAMA Internal Medicine qui décrit l'usage de l'intelligence artificielle pour améliorer les soins primaires pour les patients et les cliniciens avec différents cas d'usage et du coup qui explore tous les rôles que peut avoir l'intelligence artificielle et que vous a déjà un peu détaillé David. Ça va de l'assistant de consultation qui écoute le patient et retranscrit tout très bien et de façon structurée et l'exporte dans le dossier médical du patient, on y reviendra, à un résumé du dossier, c'est-à-dire vous allez pouvoir demain ouvrir votre dossier médical et avant de démarrer la consultation avoir un petit résumé, soit des épisodes précédents, soit du dossier médical en général, très pratique pour vos remplaçants quand vous êtes au congrès du CNGE et que vous vous faites remplacer par quelqu'un qui ne vous a jamais remplacé. Des alertes intelligentes, le patient n'est pas à jour de sa coloscopie qu'il doit faire en 2025, c'est écrit quelque part lointainement dans le dossier et on est en 2024, il est temps de lui rappeler. Des aides à la décision, le dépistage, le diagnostic, l'interprétation d'examens et la prise en charge thérapeutique. Il y a un vrai marché autour de cette intelligence artificielle, il y a aussi un vrai marché pour les éditeurs. Les journaux l'ont très bien compris avec un nombre croissant de publications sur le sujet. Le New England a sorti sa série dédiée à l'intelligence artificielle en début 2024 et JAMA a répondu avec la même série en octobre 2024. Alors je pourrais continuer et j'ai
presque failli le faire d'ailleurs, par une petite revue de la littérature autour des différentes études qui comparent les performances de l'intelligence artificielle avec les performances des cliniciens. Les études sont nombreuses. Et puis je me suis dit que cette petite revue de la littérature finalement n'était pas forcément si intéressante ni pertinente. Pourquoi ? Parce que vous savez tous qu'il y a un biais de publication dans la plupart de ce qui est publié, c'est comme les essais médicamenteux. Donc on a tendance à publier les études qui marchent, et donc les études qui montrent que l'intelligence artificielle, c'est magique. Mais l'intelligence artificielle, c'est magique, et comme de toute façon, j'espère que vous êtes convaincus et qu'avec le temps, les performances de l'intelligence artificielle vont faire que les outils vont être capables de résoudre des tâches de plus en plus complexes, je me suis dit que j'allais plutôt mettre un coup de projecteur sur cette dernière publication du JAMA Network Open qui a été publiée fin octobre 2024. Vous en avez peut-être vu la promotion dans la presse et les grands médias ces dernières semaines. C'est un essai contrôlé randomisé qui a eu lieu aux États-Unis où ils ont randomisé 50 médecins et ils leur ont donné à chacun 1 heure. Et donc du coup, il y avait un bras médecin seul. Et je dis seul, c'est-à-dire sans outils d'intelligence artificielle, donc sans accès à ChatGPT, mais ils avaient quand même accès et le droit d'utiliser les supports courants, tout ce qu'ils voulaient, y compris Internet et donc Google, ou les outils de recherche bibliographique qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et ChatGPT seul, et aussi les médecins avec ChatGPT. Donc on leur donnait juste, vous avez le droit d'utiliser ChatGPT comme vous le voulez. Ils avaient 6 situations cliniques à résoudre. Ces situations cliniques n'avaient jamais été publiées, c'est important, parce que du coup ça veut dire que ChatGPT n'avait pas accès à une quelconque base sur laquelle il y avait les réponses à ces situations cliniques, et c'était des situations cliniques jugées complexes, issues de vrais dossiers médico-patients. Et bien donc les cliniciens, et donc ils devaient expliciter leur diagnostic, donner un petit peu les étapes de leur raisonnement clinique, les diagnostics différentiels, et on comparait ça à un panel d'experts. Sans ChatGPT, donc les cliniciens seuls, leur performance en termes diagnostiques était de 74%. ChatGPT seul, de 90%. Mais finalement, ça, c'est pas le plus intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, des études qui comparent ChatGPT aux humains, il y en a de plus en plus, et à chaque fois, ou de plus en plus, en tout cas, ChatGPT est plus performant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on donne ChatGPT aux cliniciens, en fait, ils améliorent que de 2% leur performance diagnostique. Et les auteurs donc discutent ce résultat, puisque c'est finalement celui-là qui est intéressant. Et je voulais le discuter avec vous et de se dire, mais en fait, peut-être qu'on du coup, on n'utilise pas encore très très bien ChatGPT, puisque du coup, on devrait arriver à 90%. Il y avait aussi un certain scepticisme qui était noté par les auteurs. En fait, les médecins avaient des diagnostics différentiels proposés par ChatGPT, mais ils ne faisaient pas confiance à ChatGPT, ils se faisaient plus confiance à eux-mêmes. Et donc, ça nous pose vraiment question de comment intégrer dans notre formation médicale initiale et dans notre formation médicale continue l'usage et le bon usage de l'intelligence artificielle pour que cela nous rende plus performants. Alors, si les médecins peuvent être encore sceptiques, et il y en a sans doute parmi vous, les patients, eux, le sont de moins en moins. Et du côté du patient, on a appris à accueillir et à accompagner tous ces patients qui viennent nous voir en ayant déjà regardé et checker leurs symptômes sur Google ou sur Internet. Et il va falloir maintenant apprendre à accueillir, à accompagner ces patients qui vont venir et qui vont tester la liste de leurs symptômes sur des outils comme ChatGPT ou des applications dédiées. J'en ai téléchargé une, je l'ai choisie parce qu'elle était gratuite, et je l'ai choisie parce qu'elle a 10 millions de téléchargements par les patients. C'est une application qui n'est pas française, mais qui a une traduction et une application française. On donne d'abord le symptôme qui nous préoccupe le plus, et ensuite l'application nous pose des questions, qui sont des questions souvent fermées, à choix multiples, ou par exemple sur le petit schéma de droite, là j'avais dit mal au ventre, une demande es-tu enceinte, donc oui, non, je ne suis pas sûre. Si je ne comprends pas la question es-tu enceinte, je peux cliquer sur qu'est-ce que cela veut dire. Je localise ma douleur ensuite en cliquant sur mon smartphone sur la localisation de la douleur. Je l'avais testé en me disant est-ce qu'il va penser à la grossesse extra-utérine. Ce qui était intéressant, c'est que je lui ai dit non à es-tu enceinte, et puis au bout de 15 questions, il m'a reposé la question mais différemment. Il m'a dit tes règles sont-elles en retard? Donc oui, non, je ne sais pas, qu'est-ce que cela veut dire. Il a évoqué la grossesse extra-utérine, donc ça c'était mon premier test. Je me suis dit waouh, c'est super fort, et donc ça vous donne un tableau de bord avec différentes hypothèses diagnostiques, avec des drapeaux verts. Vous avez quelques jours ou pas forcément le besoin d'aller voir un médecin. Orange, il faut aller voir un médecin assez vite. Rouge, c'est urgent. Et évidemment, avec plein de messages de attention, nous ne remplaçons pas le médecin. Sauf que attention, nous ne remplaçons pas le médecin. Ça ne veut pas dire que les médecins ne vont pas
les patients ne vont pas l'utiliser pour nous remplacer. Je me suis baladée dans les couloirs du congrès hier et j'ai testé auprès du professeur Philippe Jory, professeur émérite en médecine générale. Je lui ai dit, pense à un diagnostic, tu ne me le dis pas, et puis tu vas répondre aux questions. Donc, le symptôme initial, c'était mal de tête. Il a répondu à 15-20 questions. Bon, il a trouvé ça un peu long et fastidieux. À la fin, le rapport proposait tension artérielle élevée, céphalée de tension, Covid longue et sinusite chronique. En fait, le professeur Jory pensait à une céphalée matinale secondaire à un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, ouf, moi, j'avais trouvé. Je suis allée voir les avis de cette application en ligne en la téléchargeant. Je vous en propose quelques-uns. Oh, c'est super bien noté. Je suis ravie, moi qui est souvent malade, de petites choses, nausées, etc. Ça m'évite de me déplacer tous les 2 jours chez mon médecin. J'ai voulu tester l'application avec ma maladie orpheline, ça l'a trouvé, 3 points d'exclamation. Bon, il faut vraiment bien dire ses symptômes, sinon ça donne autre chose. C'est tombé sur une maladie rapprochée de la mienne le premier essai. Je suis contente, ça va être utile. 1 point d'exclamation. Grâce à cette application, j'ai pu avoir une idée sur les maladies qui guettent mon corps. De votre côté, et y compris dans les couloirs du congrès, vous avez peut-être déjà testé, ou en tout cas on vous a très fortement encouragé à tester, si vous les avez rencontrés, les assistants médicaux de consultation qui vous promettent de vous libérer du temps médical, qui vous promettent de vous concentrer sur votre patient, qui vous promettent de pouvoir retrouver le regard et le contact visuel avec vos patients, qui vous promettent de pouvoir vous retrouver face au patient et non plus en diagonale en train de taper comme ça, puisque ça enregistre ce que dit le patient, ça vous le retranscrit, ça vous le hiérarchise, ça trie l'information et ça le met directement dans le dossier médical. Alors, je vous ai dit, il y a un biais de publication majeur sur les études, plutôt sur le versant positif. Alors, je suis désolée, mais du coup, j'ai pris ma casquette académique et comme il y a un biais de publication dans le sens positif, moi, j'ai pris le biais de publication dans le sens négatif pour cette présentation. Et je suis donc allée vous trouver une publication un petit peu plus critique sur le sujet qui nous parle de dégradation du dossier médical. C'est un point de perspective par des auteurs qui ont publié ça fin octobre dans le New England Journal of Medicine. Alors bien sûr, il y a une plus grande exhaustivité des informations médicales rapportées, mais ce que questionnent les auteurs, c'est de se dire qu'en fait, dans notre prise de notes, ce n'est pas juste une transcription hiérarchisée de ce que dit le patient, mais dans le choix de ce qu'on va mettre dans notre prise de notes, c'est un choix réflexif de notre part, c'est une impression clinique. Et donc c'est un choix délibéré mais surtout réfléchi et que la prise de notes fait partie de notre processus de raisonnement clinique et de ce qu'on veut y mettre. Et les auteurs mettent en garde, et c'est la dernière phrase de leur travail et de leur perspective, pour nous dire, pour paraphraser Thoreau, we are the tools of our tools, nous sommes les outils de nos outils. Et donc je vous invite collectivement à réfléchir à comment faire pour ne pas devenir les outils de nos outils et comment faire pour s'emparer de nos outils, les co-construire sans doute avec les ingénieurs, pour ne pas dénaturer le sens que l'on veut donner à nos dossiers médicaux et à notre prise de notes, s'interroger aussi sur le circuit des données patients et avoir une grande vigilance par rapport à ça. Où vont les données? Doit-on demander le consentement de nos patients quand on les enregistre sans forcément les prévenir pour ensuite mettre les données sur ces dossiers médicaux? Entre 2 consultations, cela a été abordé par Hélène Viadger. Vous allez de plus en plus avoir accès et devoir réfléchir à si vous proposez des interventions numériques de type application, de type moniteur d'activité. Et je voulais faire un grand pas en arrière avec une publication du BMJ 2012 que vous connaissez sans doute, mais qui s'est intéressée dans une cohorte de patients en soins primaires en Angleterre, et c'est tout à fait transposable à la France, à combien de patients qui avaient une maladie avaient d'autres maladies, et à chercher des associations entre les différentes maladies. Je vous donne ici la ligne du diabète. La première colonne ici, détaille le pourcentage de patients dans cette cohorte qui n'avaient qu'un diabète. Ce n'est que 17,6%. Je ne vous réinvente pas le concept de la multimorbidité, mais évidemment, vous le connaissez tous, la plupart de nos patients, et avec le vieillissement de la population que vous a rappelé David, sont multimorbides, vont donc avoir plein de maladies chroniques, plein de symptômes. Et donc nous sommes passés du fardeau du traitement à peut-être un nouveau fardeau que nous allons devoir essayer d'éviter ensemble, qui serait un fardeau numérique, en essayant d'éviter de prescrire une application pour le diabète, puis une application pour la BPCO, puis une application pour le symptôme, à réfléchir. Et je suis moi passée du crayon à ChatGPT.
C'est pas moi qui ai fait l'illustration de gauche, c'est mon frère, mais enfin c'était quand même un humain. Quelques perspectives pour terminer. Comment devenir un bon médecin augmenté? Pour devenir un bon médecin augmenté, ce qui est compliqué, c'est la boîte noire dont nous a parlé David. Ce qui est compliqué, c'est d'expliquer pour nous-mêmes et pour le patient la réponse que nous a donnée un outil d'intelligence artificielle. Et petit message à nos internes, pour être un bon médecin augmenté, il faut d'abord être un bon médecin. Et c'est parce que nous serons des excellents cliniciens, des excellents médecins que nous pourrons devenir demain des excellents bons médecins augmentés. Sans devenir l'outil de nos outils, c'est important de les construire, c'est important de participer à leur évaluation. Et finalement, cela nous questionne parce que je vous ai montré beaucoup de littérature sur la réponse à des situations de vignettes cliniques. Au quotidien, soigner, ce n'est pas répondre à des vignettes cliniques, ce n'est pas juste élaborer un bon diagnostic, ce n'est pas juste prescrire la bonne thérapeutique. Cela nous questionne sur notre fonction soignante avec toute sa dimension bio-psychosociale qui définit vraiment le médecin généraliste. Et pour finir, ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas m'en empêcher de finir par quelques vers. Je vais donc imaginer un dialogue entre moi et l'intelligence artificielle. Cher docteur, me dit l'IA, je ne suis qu'un outil. Avec mes apprentissages et mes calculs agiles, je me fais l'écho de la science avec mes algorithmes profonds, mais c'est ton humanité qui complétera mon dos. Cher IA, lui dis-je, parfois ta machine semble comprendre, mais je porte en moi de nombreux trésors à défendre. La chaleur d'un sourire, le poids d'un soupir, l'éclat d'un regard qui parfois peut guérir. Je vous remercie pour votre attention.